Terrasilia, redécouvrez votre lien au vivant. Eh bien, bonsoir tout le monde et bonsoir Yann. Nous sommes très heureux de te recevoir ce soir pour inaugurer le cycle de conférences de 2025 qui avait déjà commencé en 2024, mais tu es le premier à parler pour cette nouvelle année. Donc, je vous présente Yann Desbrosses, donc, qui pratique la psychothérapie depuis 17 ans en région parisienne. Yann est formé à l'analyse psycho-organique, à l'EMDR et à la pratique de l'éco-psychothérapie, dont il nous parlera en long et en large ce soir. Alors Yann travaille tout aussi bien en séance individuelle, en séance de groupe, mais il fait aussi de la formation et de la supervision de professionnels qui souhaitent se former à l'éco-psychothérapie. Et puis, Yann est une cheville ouvrière très active au sein de Terra Silvia. Il fait d'ailleurs partie de ses membres fondateurs. Et donc, nous avons grand plaisir, Yann, de te recevoir ce soir et de t'écouter sur un thème qui va aborder comment cheminer avec les patients, aussi bien dans la géographie physique que dans leur géographie intérieure. Je te laisse la parole. Merci Thomas. Alors c'est ça, on part en chemin là pour environ 1 heure de présentation. On aura ensuite à peu près 20 minutes d'échange pour en discuter sur le thème de trouver son chemin de vie avec l'écothérapie. Alors c'est un sujet de recherche que je partage avec vous. C'est quelque chose voilà, qui est encore en construction et du coup, au niveau des situations cliniques, ce sera peut-être un peu moins approfondi que d'autres thèmes que j'ai travaillé depuis longtemps, mais euh, ce thème-là, trouver son chemin de vie, travailler sur son chemin de vie me tient à cœur. Alors pourquoi? C'est venu quand on a décidé de faire un cycle de conférences, bah, j'ai pensé à l'enfant que j'étais déjà, qui a eu la chance de pouvoir randonner avec ses parents, randonner en montagne, randonner dans la campagne, contempler la nature. Et dans ces randos, bah, s'orienter, c'était bien sûr un enjeu majeur. Pour ça, il fallait avoir une image du chemin sur lequel on est et de où on est sur ce chemin. Et donc, voilà, j'avais cette envie de comprendre et puis aussi certaines émotions qui étaient là à propos de chemin, quand je voyais un chemin qui tourne et qui disparaît. Quand on arrive en haut d'une colline et que tout d'un coup, on voit l'horizon qui s'élargit et waouh, ça devient vaste. Quand on perd son chemin et que tout d'un coup, il y a une émotion qui arrive. Quand on voit, quand le lointain s'ouvre, l'endroit où on va arriver. Euh, voilà, il y a cette poétique du chemin à laquelle je suis sensible depuis longtemps, mais il y a aussi eu le fait que dans mon histoire de jeune adulte, dans ma famille d'origine, j'ai traversé des moments où ça a été, je dirais, assez difficile, assez chaotique. Et j'ai vraiment eu le besoin de pouvoir avoir une vision sur quel chemin de vie je suis, où est-ce que je suis, et puis aussi une vision à un niveau plus collectif, du sens hein, de notre civilisation, où est-ce qu'on va? Je me suis beaucoup posé ces questions-là. J'ai eu beaucoup besoin de comprendre et puis de me situer par rapport à comment dire, une transmission parentale qui parfois manquait de sens. Voilà. Et donc ça me concerne, mais dans le cabinet de psychothérapie où j'accueille donc depuis longtemps des personnes, et puis dans les bois et forêts aussi où je les accompagne, j'entends des demandes qui sont ciblées sur, parfois, je suis en quête d'orientation professionnelle, je ne sais pas où je vais aller ensuite, ou j'entends, j'ai besoin d'être accompagné au moment d'un passage difficile, comme par exemple la retraite. J'entends aussi des gens qui vivent une séparation de couple, qui sont à un moment où ils sont obligés de réinventer la suite de leur chemin. J'entends des personnes qui sont en perte de motivation, perte de sens, et qui ont à ce moment-là besoin d'avoir une vision plus large, comme l'oiseau. Et à ce moment-là, c'est plus le microscope dont j'ai besoin pour les aider, par exemple, à le regarder précisément, une mémoire traumatique, pour faire un soin ou transformer le vécu d'une situation très précise.
ce serait plutôt un macroscope, c'est-à-dire une sorte de dispositif qui permet d'avoir un regard macro, un regard de loin sur sa vie pour mieux s'orienter. Alors bien sûr, les psychothérapies existantes proposent des outils pour porter un regard sur son chemin de vie. Si on reprend l'histoire, dès la psychanalyse, on a déjà la possibilité de poser un regard sur son chemin de vie, même si c'est plutôt statique et verbal. En art-thérapie aussi, il y a le dessin ou le modelage qui peuvent permettre de aborder ça. Et puis en analyse psycho-organique, cette thérapie psychocorporelle, on a aussi des rêves éveillés, dirigés ou semi-dirigés, d'influence jungienne, et qui vont permettre de visiter ça. Mais ce que je voudrais vous montrer ce soir, c'est que l'écothérapie, parce qu'elle s'appuie sur le lien avec le paysage, eh bien, peut apporter quelque chose de plus sur le thème de prendre conscience de son chemin de vie, voire découvrir son chemin de vie. Grâce à la fonction miroir du paysage, grâce au déplacement du corps dans l'espace, grâce à la vue de chemin et d'horizon. Alors, on va commencer ce voyage par une expérience, puisque vous allez voir que l'action, c'est quelque chose qui permet souvent de mieux penser. Eh bien, je vais vous inviter tout de suite à vivre corporellement un premier temps, et si vous en êtes d'accord, je vous propose de décoller votre dos du dossier, de vous redresser un petit peu, de bien poser vos ischions sur votre siège, et puis d'observer si vous fermez les yeux comment vous pouvez trouver votre verticale entre la sensation de votre bassin posé sur le siège et la sensation de votre crâne qui est doucement attiré vers le ciel. Nous fermons les yeux. Ah, si nous prenons une grande inspiration, oh, nous pouvons peut-être sentir un peu mieux notre poitrine, notre ventre, et observer de quelle façon nous ajustons les courbes de notre colonne vertébrale pour créer à présent une verticalité qui nous fait du bien. Et tout en restant tranquillement assis, sans rien faire, je vous propose d'observer les images qui viennent en vous sur ce thème. Votre chemin de vie avec votre passé dans votre dos et votre futur devant vous. Et vous observez les images qui apparaissent dans votre dos sur le thème de ce que vous avez traversé dans votre vie, les situations que vous avez traversées. Et nous observons les images qui apparaissent devant nous sur le thème de notre futur.
Voilà. Nous allons maintenant ouvrir tranquillement les yeux et puis nous allons partir en voyage en commençant par explorer différentes racines de comment l'écothérapie est accompagnée sur le chemin de vie. Alors, j'ai fait le partage d'écran là, j'espère que vous pouvez voir l'écran. Oui, c'est parfait, Yann, on voit ton écran. Ça fonctionne. Oui, OK. ça fonctionne. Alors, donc, on va parcourir des racines et on va commencer par une racine millénaire, qui est celle des pèlerinages vers des lieux à puissance symbolique. Alors là, j'ai interviewé notre collègue Juliette Carpentier, qui accompagne des personnes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle dans le cadre de l'association Les Premiers Pas, et qui donne même des stages de psychothérapie sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc, elle m'a gentiment transmis ce qu'elle vit là dans ces marches-là. Et d'abord, ce qui m'a semblé important, c'est d'entendre que dans ces pèlerinages, il y a une symbolique de ces chemins. On a pour Compostelle, qui est un parmi d'autres, on a bien sûr Saint Jacques, qui était le premier apôtre martyr, qui avait donné sa vie donc pour Jésus. On a aussi au IXe siècle cet ermite qui rêve d'une étoile, qui indique l'emplacement de la sépulture de Jacques, qui avait été euh, transmettre sa foi en Espagne. Et puis on a ce rivage où les apprentis alchimistes ramassent la matière première, la materia prima de l'alchimie opérative. Et donc ça fait 1000 ans que ce chemin est tracé, et donc ça a bien sûr une incidence sur les gens qui y vont. Et d'ailleurs, Juliette me raconte que en fait, les participants viennent avec déjà l'image de ce chemin comme un chemin de transformation. Elle me dit, ils viennent pour se mettre en pause de l'autre chemin de vie. Ce que je trouve très joli, comme si on avait finalement plusieurs chemins dans notre vie. Et elle dit que, en fait, les gens parlent peu de cette symbolique de l'apôtre Jacques, de l'alchimie, et que spontanément, ils se confient. Elle dit, je suis une oreille itinérante. Les gens me parlent de leur vie sans que j'ai besoin de questionner. Elle me dit aussi que le portage du sac fait sentir et symboliser ce qu'ils ne veulent plus porter. Et là, il y a vraiment donc une situation vécue dans laquelle chacun ressent ce qu'il porte. Certains disent que le poids du sac, c'est le poids des peurs. Et donc, il y a aussi tout un travail sur ce qui est emporté. Et puis, le principe du chemin fait sentir et symboliser où ils veulent aller, me dit-elle. Elle leur propose de travailler là-dessus et observe aussi que la dimension du groupe favorise un vécu joyeux et puis le contact avec l'enfant intérieur, puisqu'elle accompagne des personnes dans le cadre de groupe. Voilà, alors en réfléchissant à cette racine-là, je me dis que c'est vraiment quelque chose de très ancien et très puissant, mais en même temps, par rapport à ce que nous, on fait en écothérapie, c'est différent, parce que l'interaction avec le paysage naturel est limitée. Dans le chemin de pèlerinage, les personnes restent sur le chemin et vont pas forcément créer leur chemin, ne vont pas forcément sortir du chemin. Et puis aussi, on peut penser que des parties entières des chemins de vie peuvent rester dans l'ombre, c'est-à-dire que les personnes eh bien, peuvent, je dirais, ne pas aller visiter des parties alors qu'elles ne sont pas prêtes à rencontrer ou qu'elles n'ont pas envie de rencontrer. Alors quand même, j'avais envie de vous parler de la stimulation bilatérale alternée de la marche. J'ai cherché des articles qui disent de quelle façon la marche, qui est une stimulation bilatérale alternée quand même très puissante, puisqu'on met tout le poids de notre corps sur chaque pied, de quelle façon la marche, je dirais, influe sur notre façon de penser. Puisque en fait, elle est donc une stimulation bilatérale alternée qui, comme l'indique la thérapie EMDR, eh ben, favorise la plasticité neuronale. Ça, c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse pour l'instant, mais si certains d'entre vous ont des réponses, on en parlera tout à l'heure. Alors, on va aborder maintenant une autre racine du sujet qu'on travaille ce soir, c'est le mouvement situationniste. Je remercie Éric Champ, enseignant à l'EFAPO, de m'avoir présenté ce mouvement que je ne connaissais pas et qui est certes un mouvement artistique au départ, donc fondé en 1952 par des personnes comme Guy Debord, Michel Bernstein et Serge Bernat, et puis qui va devenir assez rapidement un mouvement philosophique et politique
il va même participer largement à l'effervescence et au soulèvement de mai 68. En fait, le mouvement situationniste, il est héritier de la conception de situation selon Jean-Paul Sartre. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que une situation vécue, c'est vraiment ce qu'on vit en écothérapie où on est dans le monde. On n'est pas dans le cabinet qui est une sorte de parenthèse, on est dans le monde. Et Jean-Paul Sartre, en fait, il avait, je dirais, mis la notion de situation au cœur de la philosophie de la liberté. Dans L'être et le néant, il affirme que l'existence précède l'essence, ce qui signifie que chaque individu est libre de définir sa propre essence à travers ses actions et ses choix. Cette liberté est conditionnée par la situation dans laquelle l'individu se trouve. Et donc, dans cette philosophie sartrienne de la situation, c'est en nous engageant dans une situation que nous pouvons être. Alors, les situationnistes, ils ont avancé par rapport à Jean-Paul Sartre. Ils étaient assez radicaux, ils ont tout rejeté, en fait. Ils étaient assez rebelles. Ils sont arrivés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où le monde avait été dévasté, en fait, par des soldats qui se sont entretués et par des gens qui ont suivi des idéologies, des dictateurs, sans réfléchir peut-être parfois par eux-mêmes. Et donc, ils ont rejeté le spectacle. C'est Guy Debord qui a théorisé dans son fameux livre La société du spectacle, c'est le spectacle comme une hypnose de masse, en fait, qui rend les individus passifs. Le mouvement situationniste vise à la participation de chaque citoyen qui s'engage dans des situations créées collectivement. Ce qu'ils appellent des situations, c'est des moments où il y a une émotion collective qui se vit dans la relation d'une personne avec son environnement. L'utopie, c'est que on passe du statut de spectateur au statut de viveur. Et avec le mouvement situationniste, la vie et les situations du quotidien peuvent être des œuvres d'art à part entière. Et le déplacement du corps dans le paysage a toute sa place. Alors ça nous intéresse particulièrement parce que on va assister dans les expérimentations de cette avant-garde artistique à deux concepts qui vont nous être, comment dire, qui sont inspirants pour nous, écothérapeutes. C'est la notion de dérive. Alors, qu'est-ce que c'était pour la dérive? Eh ben, c'était considérer la déambulation un peu aléatoire, hein, comme une forme d'écriture. Cette technique de passage hâtif à travers des ambiances variées, comme l'écrivait Guy Debord. Bon, de fait, cette avant-garde, elle était assez jeune, assez festive et assez alcoolisée. C'est-à-dire que la dérive des situationnistes, elle était souvent de café en café, elle était de plus en plus alcoolisée et probablement aléatoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça les a amenés à penser ce qu'ils ont appelé la psychogéographie, c'est-à-dire l'étude des effets précis du milieu géographique agissant directement sur le comportement affectif des individus. Donc, en fait, ils ont peu approfondi tous ces concepts et le mouvement a été dissous au début des années 70, mais ils font partie de nos racines en écothérapie, en tant que la personne devient créatrice par l'itinéraire qu'elle trace dans le paysage, un itinéraire qui est lu comme une expression qui a un sens. Alors, on va aller voir quelqu'un d'autre qui a travaillé sur les itinéraires. C'est quelqu'un dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est Fernand Deligny. Alors lui, c'est en fait un instituteur qui s'est spécialisé dans l'accompagnement des enfants dits arriérés, comme on disait à l'époque. Et puis ensuite, il a travaillé avec Henri Vallon, au laboratoire de psychobiologie. Et lui, il a travaillé dans le contexte de l'antipsychiatrie. Donc on est là dans les années 60, et avec Félix Guattari, le psychiatre qui a écrit Mille plateaux avec Deleuze. C'est un courant, l'antipsychiatrie, qui veut essayer de trouver des alternatives à l'enfermement des personnes psychotiques et aussi de valoriser leurs compétences. Et donc, Fernand Deligny, il va, dans les Cévennes, travailler avec des enfants autistes dans un lieu au milieu de la campagne et il va les laisser déambuler, errer dans le paysage environnant. Et il va créer des dessins qui représentent leur déambulation. Vous le voyez peut-être sur la droite de l'image. Et donc il cartographie ces dessins qu'il regarde comme une expression signifiante.
et il repère ce qu'il appelle des lignes d'air, E, comme errance. Ce sont les mouvements libres et répétitifs des enfants autistes, tandis qu'il y a des lignes d'usage qui sont plus les trajets réguliers et fonctionnels des adultes. Et il y a aussi des lieux de très fréquents points d'intersection de lignes d'air qu'il appelle chevêtres. Et en fait, ce travail a pour objectif, au niveau des soignants, de comprendre les comportements et les besoins des enfants en termes de repères spatio-temporels, sans recourir à la parole, parce que bien sûr, c'est assez limité, la parole avec les enfants autistes, mais c'est aussi, je dirais, de valoriser leurs compétences. En fait, le fonctionnement de l'autiste n'est pas réduit à un handicap, mais considéré comme un fait positif caractérisé par un ensemble de régularités, le besoin de repères spatio-temporels immuables, la répétition des gestes et un rapport symbiotique aux choses. Il y avait d'ailleurs déjà, ce qui était quand même assez audacieux, nouveau pour l'époque, des connexions qui étaient favorisées avec l'environnement, c'est-à-dire que certains agriculteurs autour étaient partenaires du projet et pouvaient interagir avec les enfants qui déambulaient autour du lieu de Fernand de Ligny. Et donc, l'idée, c'est que pour les enfants, c'était la possibilité de se situer dans son espace de vie sans être contrôlé ou guidé de façon rigide, sans être sans arrêt astreint à des finalités thérapeutiques. Alors, on peut penser que, comment dire, cet apport est finalement très limité au niveau clinique. Fernand de Ligny lui-même, il disait que la trace à elle seule elle ne veut rien dire. Et en fait, il a arrêté au bout d'un certain temps de s'en servir. D'ailleurs, la cartographie a été abandonnée au moment où elle devenait astreinte à une finalité. Il s'en est servi plus pour, je dirais, faire apparaître, une tentative de faire apparaître l'être de la personne. Et ce que je trouve inspirant, c'est que c'est ce processus global, en fait, qu'il a créé et qui valorise la mobilité de l'enfant autiste et à travers le dessin de ses déplacements, l'émergence de sa singularité, ses compétences, l'expression de ses besoins et sa création de liens avec le monde. Ce qui est bien sûr, comment dire, euh, une attitude que nous, écothérapeutes, nous avons quand nous accompagnons la personne dans le monde pour qu'elle réinvente sa façon, d'être au monde. Voilà. Alors, on avance sur notre chemin en allant explorer une autre racine du travail sur le chemin de vie en écothérapie. Et donc, je vous parle là de l'analyse psycho-organique. Alors, on fait un saut d'une dizaine d'années dans le temps. On est là au milieu des années 70. Et on a Paul Boyesen, le fondateur de l'analyse psycho-organique, APO, qui écrit L'inconscient est situationnel. Ah, on retrouve ce mot de situation qu'on avait entendu déjà chez Sartre et chez les situationnistes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot de situation pour Paul Boyesen? C'est l'image qu'une personne a du monde, mais une image inscrite dans le corps. Pour Paul Boyesen, le corps, c'est à la fois le lieu où nos mémoires émotionnelles sont stockées, et on va avoir éventuellement, en tant que thérapeute, l'intention de pouvoir favoriser l'expression de ces mémoires, de ce qui nous encombre, on pourrait dire, ou de ce qu'on n'a pas réussi à exprimer. Mais le corps, c'est aussi le lieu où nous pouvons ressentir, nous pouvons avoir l'intuition qui vient du fond de nous, du fond de nos sensations corporelles, de ce que nous avons profondément besoin de vivre. C'est là où on sent notre élan de vie, hein, cette énergie intacte qui désire s'incarner. Alors, ce que j'aime bien, c'est raconter cette petite histoire que, en fait, Paul Boyesen, c'était le fils de Gerda Boyesen. Gerda Boyesen, c'était une Norvégienne qui était Gerda, elle était l'élève de Ola Raknes, qui était lui-même l'élève de Wilhelm Reich. Vous avez peut-être entendu parler de Wilhelm Reich, c'est le disciple de Freud qui avait vraiment découvert comment les émotions sont stockées dans le corps, notamment dans les tissus musculaires du corps. Et il avait mis au point tout un ensemble de techniques pour décharger, hein, ces stases, comme il les appelait. Gerda Boyesen, la mère de Paul, elle pratiquait en Norvège des massages
avec notamment des pressions circulaires à certains endroits du corps qui permettaient de décharger comme ça la tension. Et puis, Paul s'est différencié de sa mère en lui disant, mais en fait, ce que tu fais, en substance, hein, j'étais pas là, il lui a dit, ce que tu fais, c'est que finalement, la personne, elle arrive avec la bouteille pleine, et toi, tu vides la bouteille, et puis la bouteille, elle va se remplir à nouveau, et puis tu vas recommencer. Donc, ce que tu fais, finalement, voilà, c'est pas très utile, et ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire évoluer la structure de la bouteille. Et le travail que Paul Boyson a essayé de mettre en place, enfin, a mis en place depuis les années 70, c'est donc de modifier la structure de la bouteille, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec les situations présentes dans le corps, situations qui représentent des façons d'être avec le monde, des contrats, et de pouvoir, à partir des situations ressenties dans le corps, la personne à faire évoluer la façon dont elle se relie avec le monde, faire évoluer ses contrats, son positionnement, ses contrats inconscients, et ainsi la structure de la bouteille va évoluer, et il y aura moins besoin de la vider. Il a cette phrase magnifique, tout ne peut pas être verbé, bien que tout s'enchère. Il y a là une soustraction, ce qui s'enchère moins ce qui se verbe crée un poids. Et donc en APO, on va essayer de rendre fluide cette circulation entre le dedans et le dehors, entre le corps et la pensée, sentir ce que l'on pense, penser ce que l'on sent. Alors, en APO, il y a quelques dispositifs qui incluent un déplacement dans l'espace, notamment les 5 pas vers le réel. Alors, ça se passe dans un cabinet, dans quelques mètres, mais voilà, à chacune des 5 étapes, conception, incarnation, mouvement, passage, réunion, il y a un pas en avant, et puis il y a aussi la progression-régression linéaire qui est en fait une revisite des étapes de sa vie sur une ligne formée par 3 matelas mis bout à bout, avec 2 personnes qui accompagnent. Il y a déjà la notion de déplacement sur le chemin de vie, même si c'est 1 mètre à chaque étape. Et puis, quand même, il faut rendre hommage à Paul et Anne Fraisse, qui dès 1981 proposent une première expérience de dispositif thérapeutique dans la nature, où chaque patient s'arrête à l'endroit d'un parc qui symbolise son état intérieur. Donc ça, c'est vraiment le jeu de miroir entre intérieur et extérieur. C'est ça l'inconscient et situationnel. C'est que, en fait, les situations de l'extérieur intérieur. Et donc, quand on se promène dans le paysage, on est activé dans des parties de nous-mêmes qu'on va contacter plus facilement. C'est pour ça que l'APO est un modèle théorique particulièrement pertinent pour penser les interactions thérapeutiques avec l'environnement naturel. Allez, on avance encore et on va à présent vers la cognition incarnée. Alors, ça, j'ai découvert récemment et là, eh bien, je vais vous présenter très rapidement ce que j'ai compris de la cognition incarnée, mais il y a un spécialiste dans Terra Sylvia, c'est Égide. Et si jamais vous avez des questions sur la cognition incarnée, vous pourrez demander à notre collègue Égide Altenloh, qui a déjà publié et qui va encore publier sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est? On a été encore plus loin dans le temps, on avance de 15 ans, on est au milieu des années 90. Et là, des gens de la psychologie cognitive qui travaillent eux aussi, comme en APO, sur la relation entre la pensée et le corps, mais eux, ils le font tout à fait différemment. Ils le font avec des expérimentations scientifiques basées sur l'imagerie cérébrale. Et donc, ils vont voilà, mettre des gens dans des IRM, et ils vont utiliser des casques pour voir comment fonctionne le cerveau. Et en résumé, ils découvrent ou redécouvrent, ou confirment peut-être plutôt, confirment scientifiquement que nos pensées, sentiments et comportements sont influencés par nos expériences sensorielles, notre position corporelle et notre relation avec l'environnement. Et ils observent que, en fait, phylogénétiquement, c'est-à-dire quand on regarde l'évolution et d'où on vient dans l'évolution, eh ben on descend de créatures dont le système nerveux était dédié principalement au traitement perceptif et moteur pour interagir avec l'environnement immédiat. Et donc l'environnement, en nous, il est encodé à partir de nos possibilités d'action. Voilà. Euh, et alors, il y a une expérience, par exemple, avec un singe qui tient un râteau, et donc qui montre qu'au bout d'un moment de l'usage du râteau, les neurones qui s'activent incluent en fait le râteau comme s'il devenait une partie du corps. L'esprit doit être compris
dans le contexte de son corps et de l'interaction du corps avec l'environnement. Et donc nos pensées ont des formes, des couleurs, du mouvement et des sentiments. Et donc quand on se met en situation, eh bien, on est activé pour penser d'une certaine façon. Notre cognition est située et ne peut être que située, car elle ne peut pas être envisagée indépendamment des situations dans lesquelles elle prend naissance. Et donc c'est l'interaction qui est à l'origine de la cognition. Alors, je partage avec vous quelques expériences qui montrent que ça va dans les deux sens. La pensée influence le corps. Hein. Là, des volontaires sont dans un appareil d'IRM. On leur demande de penser à des choses comme lancer une pierre, ouvrir une bouteille. Donc, imaginez que vous faites cela et on regarde quelles sont les parties du cerveau qui sont activées. Eh bien, en fait, ce n'est pas seulement les zones qui participent à la raison. Les zones du cortex sollicitées sont également celles du cortex moteur, alors que le corps ne bouge pas et qu'on a dit aux gens de ne pas bouger. Et donc, penser, c'est mettre en mouvement les zones du cerveau du mouvement corporel. Là, on voit une expérience qui montre donc comment la pensée influence le corps, et on a réciproquement des expériences qui montrent que le ressenti du corps influence notre pensée. Par exemple, les enfants sont plus performants en maths quand ils ont le droit de bouger leur corps. Bon, je vais vite là, hein, je ne vous cite pas les sources, mais ce sont des expériences euh, que j'ai trouvées. Une personne fatiguée par un effort estime que la pente qui est devant elle est plus raide que l'estimation d'une personne non fatiguée. Alors là, c'est un clin d'œil à Charlotte pour l'orothérapie. Je suis sûr que Charlotte, qui nous parlera lors de la prochaine conférence d'orothérapie, va peut-être nous dira quelque chose de ça. Quand on est fatigué, eh ben, on a tendance à estimer, à percevoir la pente de façon plus raide que d'autres qui ne sont pas fatigués. Bon, ce qui paraît assez logique au demeurant, mais c'est validé expérimentalement. Et puis il y a d'autres expériences. Quand on montre à des sujets un visage androgyne, en leur disant c'est un homme ou c'est une femme, ils le trouveront plus féminin s'ils ont simultanément un objet mou dans la main. Voilà. Et puis, on a aussi, bien sûr, toutes les expressions langagières. Je ne l'ai pas digéré, j'en ai plein le dos. Donc là, du coup, cette cognition incarnée elle nous permet de comprendre les bases neurophysiologiques sur lesquelles on travaille en écothérapie. Quand on propose à la personne d'engager son corps dans une situation, oui, parce qu'en fait, le penser est d'autant plus efficace quand il est lié au sentir. On va se souvenir mieux, on va mieux se sentir, on va mieux, comment dire, relier nos pensées et nos sensations, et on va avoir comment dire, un vécu plus cohérent et qui va durer et être plus pérenne. C'est comme ça que je le dirais avec mes mots à moi. Euh, voilà. Avant d'arriver à la clinique, je vais vous proposer eh bien, une nouvelle expérience. Une nouvelle expérience pour eh bien, vous mettre en mouvement vous aussi. Et voilà ce que je vous propose. Je vous propose de vous mettre debout devant l'écran. Je vais le faire avec vous. Si vous en êtes d'accord, vous vous mettez debout si vous le pouvez. Et puis, eh bien, vous fermez les yeux. Et là, je vous propose de marcher sur place, c'est-à-dire de basculer, poids sur le pied droit, poids sur le pied gauche, poids du corps sur le pied droit, poids du corps sur le pied gauche, debout, les yeux fermés, marcher sur place, comme si on marchait sur un chemin. Et nous sentons notre corps qui prend appui à gauche et à droite et à gauche et à droite, et nous laissons venir nos images d'un chemin sur lequel nous marchons. C'est notre chemin de vie, avec notre passé dans notre dos, et notre futur devant nous. Et nous cheminons dans un espace naturel, vaste. Pendant que les yeux fermés, nous continuons à marcher sur ce chemin, en déplaçant notre corps dans l'espace. Nous observons les images qui viennent des profondeurs de nous, les images du paysage naturel qui apparaissent dans notre dos,
dans ce passé que nous avons traversé, quels sont les paysages, les situations que nous avons traversées dans notre dos. Et puis, nous observons les images qui apparaissent en nous sur ce thème, le paysage qui est devant nous, dans lequel nous allons vivre notre futur. Et nous accueillons sans jugement toutes les images qui émergent des profondeurs de nous-mêmes. Bientôt, nous allons doucement ouvrir les yeux et nous rasseoir pour continuer autrement ce voyage sur le thème du chemin de vie. Ah, ben ça me fait plaisir de vous avoir fait bouger un peu. Je l'ai fait parce que des fois, je me sens tellement statique dans les conférences. Je me dis, ah, si on pouvait bouger aussi. Et voilà, c'était pas énorme, mais ça nous a mis en chemin. Alors, on va avancer avec maintenant 5 situations cliniques qui vont à la fois illustrer ce thème du travail sur le chemin de vie en écothérapie, mais aussi nous permettre de mieux comprendre comment ça peut fonctionner. Alors, la première situation clinique, c'est la création d'un parcours symbolique. Donc, le dispositif, eh bien, c'est que le thérapisant choisit un endroit du paysage qui représente comment il se sent actuellement. Et puis de là, il choisit une direction qu'il se souhaite pour le futur. Et puis il avance dans cette direction en s'arrêtant à chaque étape où une difficulté se présente pour sentir comment il peut la traverser. Alors, euh, l'illustration clinique que je vous propose, c'est celle de Noé. Il me contacte car il a vécu un burn-out. En arrêt de travail, il cherche une nouvelle orientation professionnelle. Noé ne veut pas venir à mon cabinet. Il veut vivre seulement ses séances en forêt. Au cours des premières séances, ces créations d'itinéraires dans le bois sont l'occasion de m'indiquer ce qu'il ne veut plus vivre, c'est-à-dire la soumission à une autorité abusive qui l'empêche d'écouter ses besoins et ses limites. Il m'indique aussi, par ses choix d'itinéraire, ce qu'il veut vivre, habiter et travailler plus proche de la nature. Mais, dans sa réalité concrète, les circonstances de sa vie familiale et professionnelle actuelle rendent cette transition difficile. Et donc, à un moment du processus thérapeutique où il en exprime le besoin, j'accompagne Noé pendant 2 séances avec ce dispositif de création de parcours symbolique. Il choisit un endroit dans le paysage qui représente comment il se sent actuellement. Et là, eh bien, il trouve la seule cuvette terreuse du bois où on se trouve. Il va dans la cuvette et il enlève ses chaussures, il se met pieds nus. Et puis, là, il m'indique une direction qu'il se souhaite pour le futur. C'est la forêt, qui est à environ 15 mètres de cette cuvette. La forêt, ça lui évoque le sauvage. Mais il hésite,
il se demande si c'est pas plutôt la lisière de la forêt qu'il va choisir, qui lui évoque le lien avec les humains. Il ne sait pas. Et puis, pas à pas, il avance dans la direction qu'il a choisie. Il s'arrête à chaque étape où une difficulté se présente. Donc, ça peut être par exemple, il y a un chardon, des éléments du paysage auxquels il associe eh ben, ses difficultés réelles, comme par exemple les goûts différents de sa femme, son manque de diplôme en éducation nature, les aléas financiers. Et donc, à chaque fois qu'il y a un obstacle qui est rencontré, euh, qui me montre et me nomme, eh bien, je lui propose qu'il sente l'énergie contenue dans son corps vertical, et puis qu'il avance quand il sent qu'il est prêt, et qu'une fois qu'il a passé, il nomme ce qu'il a senti comme ressource en traversant. Et donc, étape par étape, il arrive jusqu'au bout, et là, il arrive à l'endroit où il ne savait pas quoi choisir. Est-ce qu'il irait du côté de la lisière ou bien du côté de la forêt? Il était en fait tiraillé entre ces deux possibilités, ou bien aller vraiment du côté du sauvage, ou bien rester du côté des humains. Et en fait, c'est en vivant l'expérience, en explorant corporellement que c'est à cet endroit-là, dans la lisière, qu'il sent que c'est juste, hein, que c'est là en fait, hein, qu'il veut son projet, qu'il veut cibler son projet, c'est de pouvoir eh bien, créer un lieu qui soit comme une interface entre les humains et la nature. Et ce que je trouve intéressant dans cette situation, c'est que, en fait, il avait au départ une vision qui était théorique et il ne savait pas, en fait, ce qui était juste pour lui. Et c'est quand il s'est engagé dans un parcours symbolique où il s'est incarné dans des situations où il a pu sentir dans son corps que oui, c'était là que c'était juste pour lui. Voilà, donc là, on a un chemin de vie qui part du présent et qui va vers le futur et dont Noé sent la justesse parce qu'il va physiquement vivre l'expérience de se situer dans ce paysage qui est signifiant pour lui. Alors, on va aller voir un autre dispositif expérimental, enfin expérimental non, expérientiel plutôt, parce que ça, c'est, je dirais, plutôt un dispositif de base dans l'écothérapie que j'appelle moi exploration d'un espace naturel et que Thomas, Égide et Charlotte appellent les 4 C, c'est quasiment la même chose. Le dispositif, en fait, c'est que le thérapisant eh bien, est invité à créer son chemin dans un espace de paysage naturel. C'est lui qui va là où il est attiré, où il est inspiré. Le thérapeute l'accompagne et si le thérapisant s'arrête, le thérapeute pose des questions à la personne pour qu'elle sente ce que ce lieu dit de lui. Donc les questions, c'est qu'est-ce que tu vois? Ça nomme la situation. Qu'est-ce que tu sens? Ça nomme le sentiment. Si c'est un affect agréable, à quel besoin ça te relie? Si c'est un affect inconfortable, à quel moment de ta vie ça te relie? Et puis après, on revient au présent du paysage, à l'ici et maintenant. Et là, quand tu vois ça et que tu sens ça, ça te donne envie de faire quoi? Et là, il y a une transformation qui est vécue dans le paysage, mais qui met en mouvement évidemment l'affect que la personne a rencontré à l'intérieur d'elle-même. Pour reprendre ce que disait Paul Boyson, la situation extérieure est visitée en emportant avec la situation intérieure. Et c'est là que la transformation se fait. Alors, 2 brèves vignettes cliniques. Arthur, lui, eh bien, il vit une angoisse chronique qui lui crée une oppression douloureuse dans la poitrine. Il verbalise beaucoup dans mon cabinet, mais avec peu de transformation. Alors, un jour, je lui propose donc d'explorer en mouvement. Et quand on arrive à l'entrée du parc face au château de Champs, sur Marne, il hésite, et puis il me dit, bon, je préfère aller à droite, mais on va aller à gauche. C'est par manger ce que j'aime le moins, pour garder ce que j'aime pour la fin. Alors, c'est comme ça, je fais. Je vois ce choix qui me paraît quand même assez névrotique, et je lui demande ce qui serait nouveau. Ah, il me dit, bah, peut-être commencer par choisir le bon. Et donc, il expérimente à travers le parc, d'aller d'abord vers la gauche, vers le soleil, vers ce qui sent bon. Il se base sur les sensations de la peau avec le soleil, sur les odeurs. Il se base sur le oui que son corps dit à ce qu'il ressent. Et finalement, il formule que sa vie tout entière serait différente s'il écoutait ce qui lui fait vraiment plaisir.
Alors, une deuxième brève vignette clinique, ce sera celle de Fabien qui dit souffrir de conflits relationnels répétés avec les mères de ses enfants, qui sont en colère contre lui et qui voilà, l'embêtent beaucoup et ce qui peine à comprendre. Ayant entendu qu'il semble avoir une posture plus adolescente qu'adulte avec son entourage, euh, itinérante dans le parc pour qu'il sente comment il s'engage dans les situations de sa vie. Et ce qui est impressionnant, c'est que dès la première séance itinérante dans le parc, Fabien ne choisit aucun lieu, il ne s'arrête pas, il ne me montre rien, il fait une espèce de grande déambulation. Et quand je l'interroge sur ce qu'il vient de créer là, eh bien, il me dit que euh, il a évité de choisir, il a évité de s'engager, comme dans sa vie. À ce moment-là, à partir de cette prise de conscience, va s'engager un travail sur l'engagement et la renonciation qui va avec le choix d'un chemin. Parce que bien sûr, quand on choisit un chemin, on ne peut pas simultanément parcourir les autres chemins. Et donc, on pourrait dire que dans la situation de Arthur et de Fabien, la création d'un itinéraire dans le paysage permet une prise de conscience méta de ce qui fait critère de choix. Pourquoi méta? Parce que, en fait, la personne prend conscience de comment elle fait ses choix, de comment elle s'oriente. On peut parler là de méta-orientation sur le chemin de vie. La personne n'a pas dessiné son chemin de vie, mais peut-être encore plus précieux, elle a pris conscience de comment elle s'oriente et ainsi elle devient capable de travailler sur cette méta-orientation. Alors, on avance encore sur notre chemin. Et là, eh bien, je partage avec vous un autre dispositif et qui est donc la figuration concrète, matérielle du chemin de vie en land art. Alors ça, c'est quelque chose qu'avec ma collègue écothérapeute Juliette, on propose souvent quand on forme des collègues à la psychothérapie avec la nature. Et on aime bien proposer cette expérientielle parce que ça met vraiment dans la situation de créer un lien intime entre soi et le paysage. Et d'ailleurs, dans notre proposition, qui est de créer une figuration de son chemin de vie avec des éléments glanés, comme par exemple des cailloux, du bois, des feuilles, etc., eh bien, on propose que quand même dans cette figuration, ça inclut au moins un élément fixe du paysage, comme par exemple un arbre, une mare, etc. Et donc, on invite les personnes à figurer leur chemin de vie depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, et puis d'aujourd'hui vers le futur. Et là, eh bien, comment dire, je suis un peu frustré parce que euh, dans ces contextes de formation, j'ai pris peu de notes cliniques, puisque les enjeux. J'ai voulu vous parler de ce dispositif et je n'ai pas trouvé de notes cliniques, alors je me suis dit que j'allais vous parler de mon expérience. Pourquoi je vous parle de mon expérience? Parce que j'ai vécu 3 fois cette expérience de figurer mon chemin de vie avec cette technique du land art. Et euh, ce qui est remarquable, c'est que même si a priori j'ai vécu qu'une seule vie et pas 3 vies différentes, et ben en fait j'ai figuré 3 chemins de vie sacrément différents. La première fois, je l'ai figuré au bois de Vincennes. Et là, j'avais vraiment mis l'accent sur les ronces, les buissons de ronces, les passages difficiles, l'enfermement, la bagarre. Et je me souviens encore de ce chemin de vie que j'avais figuré qui ne manquait pas de piquant. Et puis, je l'ai figuré aussi en forêt de Malvoisine, où on a formé nos participants avec Juliette. Et là, eh ben, il y avait des grands alignements qui étaient créés par les bûcherons, qui créaient des grandes percées, qui m'ont fait vraiment sentir des, comment dire, euh, des moments de vie où il y avait tout un coup des grandes périodes où j'ai pu avancer pendant des années en creusant un sillon, en trouvant une sorte de cohérence avant de faire un virage vers une mare fleurie qui m'évoquait le futur. Euh, et puis la troisième fois que j'ai vécu cette expérience, c'est au bord de la Loire, où on voyait la Loire qui allait vers l'horizon. Peut-être certains d'entre vous ont reçu ce petit mail que j'ai envoyé où je faisais part de cette expérience et euh, de l'émotion qu'il m'a traversé quand, au moment de figurer mon futur, je me suis retrouvé attiré vraiment par
cet horizon du fleuve qui, on l'avait dit à nos participants dans ce stage sur le chemin de vie sur la Loire pendant 3 jours, on leur avait dit, ce fleuve, en fait, au loin, eh bien, va arriver à l'estuaire, c'est-à-dire qu'il va se disséminer dans l'océan, et on vous invite à imaginer la euh, dissémination, la dilution, la rencontre de ces eaux fluviales avec l'océan Atlantique. Et là, quand je l'ai vécu, j'ai été traversé par une émotion de joie et de beauté. Et pour la première fois, je crois, j'ai eu non pas simplement une pensée conceptuelle de ce que pouvait être la mort, mais un ressenti, et qui a été rendu possible par ce paysage. Et ce que je trouve intéressant dans cette observation que 3 chemins de vie créés dans 3 paysages différents produisent 3 sortes de prise de conscience, mettent l'accent sur 3 types de 3 moments différents, je dirais, eh bien, c'est que on voit bien que les situations en fait influencent directement la création de représentations de soi, et aussi qu'elles amènent à vivre émotionnellement une idée qui était peut-être pensée mais peu sentie. Voilà. Alors tout ça nous fait une transition formidable vers la quatrième et avant-dernière illustration clinique que je vous propose là. C'est donc le stage itinérant sur la Loire, situé sur mon chemin de vie. On l'a animé il y a 1 an et demi avec ma collègue psychologue Delphine et la Gaspera, euh, avec les gens de notre groupe continu et puis avec d'autres qui avaient rejoint. Le dispositif, c'est donc 3 jours de descente en canoë sur la Loire, un endroit où elle est sauvage. On ne voit pas les villages. On peut bivouaquer sur les berges sableuses. Et on a utilisé en fait le fleuve comme une métaphore du chemin de vie, en proposant, avant de monter sur le canoë, aux personnes assises sur la berge, de ressentir en fait le oui à vivre une vie d'humain sur la terre, un oui à s'incarner. Et donc se monter sur le canoë, c'était à la fois concret et symboliquement, eh bien s'engager sur le fleuve de la vie. Ensuite, descendre du canoë pour arriver sur la première plage, on leur a proposé de le vivre comme la naissance, comme arriver sur la terre. Et puis l'arrivée au camp, à la maison du camp sur l'île, c'était l'enfance. L'exploration autour du camp nous a permis de les faire travailler sur l'adolescence. L'effort pour avancer, pour pagayer, pour ramer, eh bien, nous a permis de les faire travailler sur leur vie d'adulte. Et puis ce fameux horizon du fleuve qui rencontrera l'estuaire nous a permis de les faire travailler sur l'imaginaire de la dissolution du fleuve dans l'océan, la perspective de la fin de vie. Donc vous voyez, on a essayé de tisser, comme les situationnistes avec la psychogéographie, tisser le paysage dans sa matérialité, sa symbolique et les processus cliniques. Alors justement, je vais vous parler de Anna, cette femme qui m'a fait une demande thérapeutique pour sortir d'un épuisement professionnel. Au cabinet, elle a fait le lien avec son vécu d'enfant, de parents migrants traumatisés par la grande pauvreté. Pour l'adolescente que était Anna, jouer, vivre des expériences ludiques était interdit. Il fallait suivre la voie rigide du devoir pour ne pas risquer de revivre les traumatismes des parents. Ainsi, la perfection au travail était un devoir vécu à tout prix. Et c'est le corps qui a fini par dire stop dans un épuisement professionnel qui a laissé des traces très délétères. Anna me dit à propos du stage sur le chemin de vie, sur la Loire, parmi les différentes étapes revisitées, c'est l'adolescence qui a été très importante. Grâce à l'effort physique, au jeu, à la nature, dormir à la belle étoile, et à la contenance des 2 thérapeutes et des 2 moniteurs de canoë qu'on avait aussi, j'ai pu être l'adolescente que je n'avais pas pu être à l'époque. Du coup, je rejetais les propositions d'activité et j'en faisais le moins possible, et c'était très bon de sentir que j'étais autorisé. J'en ai profité à fond. Le fleuve m'a permis de sentir une immersion délicieuse dans la nature. Mais il nous a demandé aussi de l'effort. Pagayer, décharger les bidons, traîner les bateaux sur le sable. Même si j'étais l'adolescente, j'ai senti que sur mon chemin de vie, il y a du plaisir, mais aussi des contraintes. Le plaisir, c'est pas gratuit. Il y a un prix à payer. Le dernier jour,
j'ai pas fait l'expérience de la création du chemin de vie sur les bords du fleuve, le dispositif de tout à l'heure, car j'étais triste que le stage se termine. J'avais besoin de vivre encore cette adolescence qui m'avait tant manqué. Et donc Anna, en fait, elle a vécu une partie d'elle qui était en attente. Elle a créé une relation nouvelle entre effort et plaisir, transformer la relation sacrificielle que lui avaient transmis ses parents, qui liait devoir et abnégation. Et donc, je dirais que le déplacement collectif sur le fleuve a joué le rôle d'un laboratoire de la vie réelle ou explorer un nouveau positionnement. Elle n'a pu, Anna, investir qu'une partie des propositions. On a proposé plusieurs étapes, tout le chemin de vie en fait. Et elle s'est fixée vraiment sur l'adolescence. C'était ça qu'elle avait besoin de pouvoir vivre enfin, même très longtemps après, et transformer. Voilà. Et nous, on a dû accepter, je dirais, que ça, c'était ça qui était juste pour elle. Et même si on avait le projet que pour Anna, par exemple, chacune des étapes qu'on vient de citer là, enfance, naissance, enfance, adolescence, adulte, fin de vie, soit visitée, elle a pris ce qu'elle avait besoin de prendre. Alors, on arrive à la dernière étape de notre clinique, avant de conclure bientôt. Et là, on a eh bien, la rédaction d'un conte de l'éco-self. Alors ça, c'est une expérience que j'ai eu le plaisir de vivre avec Thomas et Gide, mes deux collègues de Terra Sylvia. Et c'était donc en septembre dernier, à l'Axe Majeur, un des modules de formation donc, de Terra Sylvia. Et le dispositif, c'était que pendant ces 4 jours, il y a l'exploration de différents lieux. Vous voyez sur l'image, là, il y a en fait une sorte d'œuvre d'art monumentale de Dani Caravan, l'artiste israélien à qui François Mitterrand avait commandé cette œuvre pour la ville nouvelle de Cergy, qui part de la gare, et puis il y a tout un ensemble de lieux très différents. Il y a une grande passerelle, on passe dans des mondes à la fois, il y a du paysage concret, puis il y a aussi beaucoup de symbolique. Et donc, on a proposé aux participantes, pour chaque demi-journée, d'aller rencontrer particulièrement un endroit de ce paysage et ensuite d'écrire un chapitre d'une histoire sur 4 jours. Cette histoire, c'est le conte de leur éco-self. Alors, qu'est-ce que c'est que cet éco-self? Eh bien, c'est un peu comme le soi jungien, finalement. C'est par opposition au moi freudien. C'est euh, soit connecté en fait au monde vivant, à l'environnement, la partie de nous qui n'est pas repliée sur elle-même, sur l'ego, mais qui est au contraire en, comment dire, en lien conscient et inconscient avec le monde. Et donc c'était cette partie-là de soi qu'on leur a proposé de raconter. Euh, c'est Gilles et Thomas qui ont amené ce dispositif que j'ai découvert et que je trouve vraiment intéressant. Euh, C'était facilité par le fait qu'on a proposé aux participants de s'appuyer sur une trame narrative euh, commune à la plupart des contes héroïques, hein, avec la situation initiale, une première épreuve, une épreuve plus importante, etc., etc. Et donc, ces 4 jours ont été l'occasion d'écrire le conte de l'éco-self pour chacune des participantes. Et j'ai interviewé une des participantes dont j'ai changé le nom, bien sûr, comme toutes les cliniques que je vous ai partagées pour garder la confidentialité. Et là, donc, je vous partage ce que a vécu Magali dans ces 4 journées d'écriture du conte de l'éco-self. Dès le départ de l'écriture, j'ai vécu une prise de conscience marquante avec les racines. En effet, on les avait emmenés à un endroit où l'oise qu'on voit en bas là avait mis à nu les racines des arbres, et donc elles avaient déambulé parmi les racines. À partir de là, on leur faisait décrire le premier chapitre de leur conte, c'est-à-dire l'origine, enfin la situation initiale de l'héroïne. Et donc, Magali, elle dit, j'ai vécu une prise de conscience marquante avec les racines. En contemplant les racines des arbres dénudés par l'eau, j'ai ressenti en moi le retentissement de l'absence de mes racines familiales. Tout au long de l'écriture de ce conte, cet effort de nommer mon éco-self, de découvrir que cet élément transversal a toujours été présent. Cette expérience m'a amené une lecture plus universelle de moi-même,
Ce qui est nouveau pour moi dans ce texte que j'ai écrit, c'est de regarder ma vie sous l'angle central de la relation au monde vivant. À la fin est apparue une résolution. Je peux avoir des radicelles partout et des rhizomes souterrains. Toutes les étapes vécues sur le terrain m'ont inspiré pour raconter mon histoire. Il y avait le pont, il y avait le moment où il y avait un effort à faire pour gravir la colline. Les interactions avec le paysage ont été inspirantes. Mais certaines se retrouvent explicitement dans le conte, comme la présence des racines, et puis pour d'autres, comme par exemple le pont ou la pente ou les colonnes, eh bien leur présence n'est pas explicitement présente, n'est pas là explicitement dans le conte, leur présence est indirecte. Voilà. En somme, finalement, il me semble que écrire avec le paysage et sur sa relation au paysage, puisque là c'était la proposition, écrire sur le paysage et sur sa relation avec le monde vivant, eh bien, a facilité la prise de conscience de certains aspects du vécu personnel pour Magali, et aussi ouvert la vie personnelle sur un regard plus large. C'est la dimension du soi élargi, qui est une des dimensions qui fait partie de l'expérience dans l'écothérapie et qui se retrouve là dans cette invitation à écrire sur l'éco-self. Voilà. Alors, on arrive à le moment de conclure et on va rapidement regarder comment la clinique confirme ou infirme les différentes hypothèses que j'ai faites au départ à propos de l'apport de l'écothérapie sur la représentation du chemin de vie. Alors, je suggère que la fonction miroir d'un paysage diversifié active une diversité de situations intérieures. Il me semble que oui, les 5 illustrations cliniques qu'on a vues confirment effectivement ça. Et non seulement être dans le paysage, interagir corporellement avec, active la symbolisation, mais permet de les sentir. Voilà. Cependant, la présence est parfois indirecte dans le discours. On n'a pas toujours, par exemple dans l'écriture du conte, le lieu du paysage qui est explicitement présent. Parfois, c'est dans une ambiance, c'est inspirant. En fait, on ne sait pas très bien quel lien il y a entre le vécu corporel et la verbalisation. Et dans les contes, on voit que c'est parfois indirect. Hypothèse B, le déplacement du corps dans l'espace active la pensée du cheminement. Oui, le pèlerinage, le stage sur la Loire montre que, en fait, le déplacement du corps dans l'espace peut même faciliter, oui, faciliter la pensée du cheminement, puisque les gens parlent spontanément, en fait, de leur chemin de vie, mais aussi ce déplacement du corps dans l'espace peut faciliter cette méta-orientation, c'est-à-dire, comme on a vu dans la séance itinérante, une prise de conscience de comment on crée son chemin avec cette question encore à préciser du rôle des stimulations bilatérales alternées dans ces marches. Troisième proposition, la vue de chemin active la pensée de la cohérence et du sens de sa vie. Eh bien, là, je dirais que oui, différentes expériences cliniques qu'on a vues là suggèrent que ça fonctionne, mais je dirais que ça fonctionne d'autant mieux que la personne a été préparée à vivre le chemin comme symboligène. Par exemple, dans le témoignage de Juliette Carpentier, les gens en arrivant sur le chemin de pèlerinage, ils savent où ils mettent les pieds. Ils sont venus pour vivre un chemin de transformation. Et donc, il n'y a rien à faire pour Juliette. Elle recueille directement les témoignages des gens. Et pour l'écriture du conte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une suggestion qui est faite et ainsi, la rencontre avec le paysage devient symboligène. Et ça met vraiment l'accent sur notre rôle d'écothérapeute, de cette médiation qu'on met en place euh, avec un objectif précis. Et puis, dernier point, position, la vue d'horizon active la pensée du lointain et de la fin, favorisant la pensée de ses limites. Eh ben, le stage sur la Loire, par exemple, confirme ça, mais pas pour tout le monde. Par exemple, Anna, on lui a parlé de l'histoire de l'estuaire, mais elle était dans son adolescence et elle n'était pas du tout à cet endroit-là. Donc, oui, ça fonctionne d'autant mieux que c'est soutenu par une suggestion, mais comment dire, ça fonctionne, comment dire, euh, là où c'est mûr pour la personne. Voilà. C'est pas des équivalences automatiques.
Et puis, par exemple, dans le conte de l'éco-self, le vaste paysage qu'on a vu près des colonnes n'a pas toujours été traduit par la pensée du lointain et de la fin dans tous les contes entendus. Donc, je dirais que l'expérience clinique, elle souligne le rôle de la médiation que jouent l'écothérapeute. Pour que le cheminement dans le paysage soit symboligène, on a à créer un cadre et des propositions qui vont faire en sorte que cette expérience physique soit aussi une expérience qui prenne sens. Et c'est tout notre travail en écothérapie. Et puis, je dirais que, pour conclure, que bah oui, on a parfois besoin d'un macroscope, d'avoir une vision large pour mieux s'orienter. C'est vrai que le microscope nous est vraiment utile je dirais, dans les débuts de processus thérapeutiques pour soigner un syndrome post-traumatique, pour analyser à un endroit précis qu'est-ce qui se passe. Mais souvent, dans une deuxième partie du processus thérapeutique, quand la personne est en train de reconstruire une nouvelle façon d'être avec le monde, eh bien là, je trouve que c'est vraiment très aidant d'avoir cette vision de l'oiseau. Et ainsi, je dirais qu'à titre personnel, en écothérapie, plutôt sur les deuxièmes parties de processus. Et voilà, ça a permis d'accompagner utilement pas mal de personnes et ça tombe bien, j'adore ce sujet. Donc voilà, je finis sur le plaisir que j'ai à accompagner ces situations-là. Et puis, bah, Thomas, tu vas peut-être euh, passer la parole pour qu'on puisse partager ensemble dessus. Merci beaucoup Yann, c'était un régal de t'écouter ce soir. Et avant de passer la main au public pour te poser des questions et avant de couper la vidéo, donc si vous souhaitez continuer de suivre notre cycle de conférences. Le rendez-vous prochain sera le mardi 18 mars 2025. Nous aurons le plaisir d'écouter Charlotte Roura qui nous parlera de l'orothérapie ou de la thérapie des hauteurs. Autrement dit, tu en as parlé brièvement, Yann, dans ton exposé. Et donc sur ce, je vais arrêter l'enregistrement et on va pouvoir passer à la séance de questions-réponses.